Postface, Caroline Gutmann. Le capital santé, le capital financier, on vous en a déjà parlé et c'est plutôt un atout d'avoir des réserves de ce côté-là. Mais le capital bonheur, le capital émerveillement, c'est plus rare et c'est peut-être encore plus précieux. Ce don d'une enfance passée au pays du merveilleux et dont le souvenir infuse toute une vie durant, vous rendant plus fort. Ce pays du merveilleux, vous le connaissez très bien, Benoît Duter. Enfin, dans ce livre, vous avez arrivé à nous l'avoir gardé vivace et nous l'offrir en cadeau. Dans Ma vie extraordinaire, qui est publié chez Gallimard, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que c'est un voyage avec vous dans le pays de votre enfance, donc le pays des Vosges, des secrets, des forêts profondes, et puis une enfance bien heureuse auprès d'un grand-oncle Albert et d'une grande-tante aussi merveilleux qui ont le don de l'imagination, le don de la féerie et qui, avec votre sœur, vous donne des années merveilleuses. Il y avait 3 mois de grandes vacances, on s'en souvient. C'est vrai. Et c'est vrai qu'à partir de là, on se rend compte que votre vie, vous l'avez ordonnancée à partir de ces années. C'est que tout est venu de là, l'amour de la musique, l'écriture, de ne pas être conformiste. Et c'est un livre, c'est un mot important parce que c'est rare, un livre joyeux. Pourtant, il y a des fantômes, hein, il y a la mort qui est là. Hein, mais enfin, vous ne vous épargnez pas, vous êtes très lucide sur vous-même et c'est très drôle sur votre carrière littéraire. Mais il y a cette joie qu'on vous a donnée en héritage. C'est ça, on peut le dire. Alors, oui. Pardon. Alors, vous présentez en quelques mots, hein, parce que Oui. bon, alors nos éditeurs vous connaissent pour vos livres, bien sûr. Alors d'ailleurs, dans ce livre, vous retracez votre carrière littéraire et je dois dire que c'est très drôle, c'est très jubilatoire parce que pourquoi un livre marche? Pour une bonne raison et de mauvaises raisons, l'injustice des critiques et même du public, hein, on verra ça. Alors bon, vous avez eu le prix Médicis pour le voyage en France, il y a le gros succès, on peut dire ça, La petite C'est fille le et la livre qui s'est de cigarette. fait le plus Ouais. vendu grâce au prix, mais il y en a Ouais. quelques autres qui ont quand même Qui ont marché. plutôt bien marché, Voilà. en France et à l'étranger aussi. Et à l'étranger, et vos livres sont en poche, ce qui est bien parce qu'on peut aller les Ils sont acheter presque tous en folio. en folio. Et puis par ailleurs, vous êtes un amoureux de la musique, et ça, vos pages sur la musique, où tous les soirs, vous avez un rituel pour écouter vos C'est vrai, morceaux, c'est ça vrai. c'est extraordinaire. Depuis des années. Et bon, vous avez écrit, vous êtes critique et musicale et littéraire, et vous avez une émission qui est très écoutée sur France Musique. Hein, Tous les samedis toutes matins, les vous pensez depuis bientôt 22 ans. 22 Tous ans. les samedis à 11h. Ça s'appelle du titre d'une chanson écrite, savez-vous, par Patrice Modiano, qui Ouais. s'appelle Étonnez-moi Benoît. C'est Une chanson drôle. qu'il avait écrite pour Françoise Hardy et le nom est entré dans le langage courant, Étonnez-moi Benoît, l'expression. Ouais. Et moi j'ai repris évidemment quand j'ai créé mon émission en 1999 avec Pierre Bouteiller, j'ai repris ce nom d'Étonnez-moi Benoît. C'est un titre excellent, moi je trouve. Surtout pour présenter des artistes un peu oubliés là aussi, comme je le fais dans ce Il y a livre beaucoup d'ailleurs. d'échos, parce que Voilà. c'est ça, les figures oubliées, et les mémoires peut-être parfois vacillantes, mais qui sont tellement riches que... Ouais. Alors déjà, cette mémoire d'enfance, vous avez la chance que ce paradis de l'enfance, vous avez réussi à vous le réapproprier, puisque vous êtes revenu sur les traces de votre enfance en prenant une maison pas très loin du moulin où vous passez vos étés avec votre sœur. C'est ce grand-oncle si fantasque et sa femme qui est merveilleuse. Voilà. Et là, le point de départ, c'est le voyage avec votre ami Jean-Sébastien, que vous Oui. avez entraîné dans ces Vosges mystérieuses. Et c'est C'est merveilleux ça. d'avoir réussi à faire ça. Ces Vosges qui sont vraiment le paradis de mon enfance. Il faut dire que moi j'ai grandi au Havre, en Normandie. J'ai appris à aimer la Normandie beaucoup plus tard, mais quand j'étais petit, j'aurais pu dire, comme Françoise Xenakis, ce titre d'un de ses romans, moi j'aime pas la mer, parce que le Havre, pour moi, c'était la pluie, la grisaille, le quotidien surtout. Ouais. Et comme on était dans une famille nombreuse, il fallait tout le temps que ma mère s'occupe des petits, etc. Ouais. Et dès qu'on a eu 6 ou 7 ans, avec ma petite sœur, Nathalie, ils ont décidé de nous envoyer chez ce grand-oncle dans la montagne vosgienne, ce grand-oncle qui n'avait pas d'enfant et qui avait une femme plus jeune que lui, et qui, eux, étaient ravis de nous accueillir pendant toutes les grandes vacances. Donc, c'était très long. Et donc, ma vie, tout d'un coup, c'est devenu le passage de ce lieu qui était celui de la vie ordinaire, de la famille, de l'école, etc. Et puis ce lieu qui était le paradis, qui était les Vosges, parce qu'il y avait ce couple déjà
peu conformiste, Ouais. d'un grand-oncle sans enfant avec une femme qui avait 20 ans de moins que lui, qui s'était connu dans la résistance. Elle l'avait sauvé de la Gestapo. Lui était presque un héros, on peut dire, de la résistance, dans l'heure, etc. Donc c'était toute une histoire. D'ailleurs, la maison était tapissée de lettres du général de Gaulle, de remerciements, de médailles. Alors il y avait ce côté héroïque de notre oncle. Il y avait ce couple, voilà, qui s'aimait follement, avec une grande différence d'âge, etc. Et puis il y avait cette maison au milieu de la montagne, qui était encore, on peut dire, une montagne du 19e siècle. Montagne Presque. magique. Alors, la force aussi, c'est que vous avez gardé toute cette mémoire vivace. C'est-à-dire, vous écrivez, 50 ans après, les clés du bonheur restent les mêmes. Il me suffit de descendre du train, de humer sur le quai ces feux de sapin qu'on discerne encore, certains jours, émanant des forêts qui entourent Saint-Dié. Puis dès que j'arrive au Valtin, dans cette maison proche du moulin, où je passe désormais une partie de l'année, il me suffit d'entendre le ruisseau couler pour que se raniment les sources de mon enfance. Le paradis est là, c'est sûr. Et je l'entrevois encore au milieu de la nuit, qu'en sortant dehors sous le ciel étoilé, je contemple la courbe des montagnes et cette forêt qui abrite mes plus profonds secrets. Ceux de l'âge où les premières sensations s'inscrivent si profondément dans notre chair et notre mémoire qu'il suffira de ces mêmes clés pour les ranimer. Et elles sont toujours là. Elles sont Vous, toujours là. vous parlez des odeurs, vous parlez de la musique, hein, des ruisseaux, le tintement des ruisseaux. Ce sont autant de madeleines proustiennes. Hein. Ah elles sont sonores, liquides, elles sont parfumées, etc. Et c'est vrai que je dis aussi, je crois que c'est un peu dans ce même chapitre, que oui, quand je me sens très mal, ou angoissé ou autre, je vais chercher. C'est dans ma tête, c'est une image de ces souvenirs d'enfance, un moment sur la montagne que je vais ramener à mon esprit pour c'est pour très beau, je m'apaiser. le dirai ce passage. Et c'est vrai que voilà, c'est très important tout ce qui s'éveille en nous quand on est petit enfant et quand on a la chance de retourner régulièrement dans un lieu comme ça où on est aimé, où on s'occupe de nous d'une façon merveilleuse, et puis où il y a vraiment toutes ces marques de la vie concrète. Alors je raconte dans ce chapitre, dans les Vosges, c'est l'eau qui est partout, l'eau qui coule dans les prés, les rivières, le bruit de l'eau sans arrêt qui il y a un lac extraordinaire. Le lac de Longemer qui est tout près de chez moi, et puis cette maison qui s'appelait le Moulin, qui était entourée de ruisseaux, et alors c'était tout le temps ce bruit de l'eau. Vous savez, on dit dans la civilisation arabo-espagnole, il y a beaucoup de choses sur les fontaines, etc., qui sont faites pour apaiser l'esprit, vous savez, le rôle du glou-glou comme ça pour apaiser les sens chez les personnes sensibles. Et alors donc il y a l'eau d'un côté, il y a la forêt, le mystère de cette grande forêt. Là, il y a une cabane dans la forêt. Hein. Et puis surtout votre grande-tante qui est extraordinaire parce qu'elle met en scène ce décor et elle va se déguiser en ours, enfin un masque d'ours avec un manteau en fourrure. Et vous la voyez apparaître comme ça subrepticement. C'est ça, lors de pique-nique en forêt, tout d'un coup il y avait une mise en scène qui avait été préparée pour nous sans qu'on nous le dise, et c'était Nounours qui apparaissait dans la forêt. En fait c'était elle avec un manteau de fourrure et un masque, etc. Et alors c'était notre fascination, évidemment. On était tout petit, en plus c'était l'époque de, vous savez, Nicolas et Pimprenel. Oui, ça c'était bien Nicolas Pimprenel, ça j'adorais aussi. Alors, voilà, et puis il y a, je raconte, il y a l'eau, il y a la forêt, ça c'est plutôt le monde sombre, et puis il y a l'air, le ciel sur le haut de la montagne avec ces immenses prairies qui recouvrent les Vosges, ces grands panoramas, ces champs fleuris d'altitude merveilleux, et voilà, donc j'essaie de restituer ces sensations. Et puis il y a tous ces rituels de l'enfance. Alors votre grand-oncle qui joue aux cartes, hein, ça, il adore ça. Réussite, belote. Tout seul, et belote avec nous. Voilà, il y a cette chambre jaune qui est la chambre qui vous est dédiée, parce qu'il y a des noms, il y a l'épicerie ambulant, il y a avait ça, qui était aussi... C'était merveilleux, ça, quand l'épicier arrivait et ouvrait sa camionnette par l'avant pour dévoiler sa boutique. Il y a des pêches extraordinaires avec ce grand-oncle de broche, enfin des pêches qui sont magiques. Oui, là aussi, il lui arrivait aussi d'accrocher au bout de la ligne la truite que je n'avais pas pêchée et que je trouvais par miracle en rentrant de promenade. Et puis aussi, cette espèce à foison, les framboises et les myrtilles dans la forêt.
Il y a Oui, des coins partout. Mais avec des coins que, effectivement, notre grand... C'était l'art de la mise en scène aussi. C'est-à-dire que je raconte quand on part du Havre en voiture avec eux et qu'on arrive là-bas, on reconnaît certaines choses. Et notre grand-tante, par exemple, a une façon de faire teinter les clés un petit peu avant d'arriver qui fait que on se prépare. C'est vraiment une mise en scène. Et pareil, notre grand-oncle entretenait l'idée qu'il y avait des endroits secrets dans la forêt où on allait pouvoir faire non pas ces pêches miraculeuses, mais ces cueillettes miraculeuses de framboises. Et alors, il nous y amenait, mais aussi en sachant entretenir le mystère qui faisait qu'on voyait ça comme un privilège extraordinaire de pouvoir accéder à ces endroits. Et c'est vrai que eux deux, c'était des personnages, ça vous y revenez, vous avez une famille assez extraordinaire, et eux complètement, au fond, totalement anticonformiste. Enfin, lui, déjà, il est quand même un aventurier. Vous parlez quand vous parlez de vous-même, vous dites vous êtes l'aventurier de la recherche des objets dans une maison. Et je suis un peu comme vous. Moi, je cherche mes clés, mes lunettes. Et alors, lui, il a cherché le bout du combat monde. Tout le temps et le bout du monde. Il est parti à la guerre de... C'est un enfant lorrain, c'est pour ça qu'il s'était réinstallé dans les Vosges après avoir vécu longtemps à Paris, parce qu'il avait grandi, il était d'une famille lorraine, et vous savez, les Lorrains de sa génération, nés à la fin du 19e siècle, étaient extrêmement patriotes, parce qu'il y avait eu la séparation, évidemment, de l'Alsace-Lorraine annexée par les Allemands, et c'était en haute du village de sa famille que passait la ligne de frontière depuis 1870. Alors, ce patriotisme dévorant, qui l'a conduit à un gaullisme presque religieux, comme ça, l'a déjà conduit, quand il avait 17-18 ans, à la fin de la Première Guerre mondiale, à s'engager, et il a participé à la Première Guerre mondiale, il a été décoré, etc., il a connu les tranchées, etc., il a interrompu ses études pour ça, et puis après, il est parti à Paris. Ça, c'est aussi dans la légende qui nous faisait rêver, pour mener la vie d'étudiant avec son frère sur la butte Montmartre, etc. Son frère qui a 2 ans de moins que vous, qui est votre grand-père. Qui est mon grand-père, voilà. Qui lui était médecin, c'est ça. Qui lui est devenu médecin. Et votre grand-oncle dentiste. Et mon grand-oncle est devenu dentiste, et ils étaient ensemble à Paris sur la butte Montmartre, mais c'était encore la butte Montmartre presque là aussi de Bruant, où ils ont fait leurs études. Et puis après, effectivement, il s'est marié une première fois, et il est reparti en voyage, un peu comme le personnage, vous savez, de Voyage au bout de la nuit. Il est parti en Afrique, il est parti en Martinique, où il a vécu plusieurs années. Il n'a jamais été très, très fidèle à sa carrière professionnelle. Et dès que la France a été envahie en 40, enfin même avant, dès que la guerre a été déclarée, il s'est réengagé. Il a essayé de rallier De Gaulle à Londres, et finalement, il est entré dans la résistance en France, où il a combattu jusqu'en Allemagne, etc., au grade de capitaine. Enfin voilà. Donc évidemment, quand il a vieilli, quand on était petit, il avait pas beaucoup de moyens, parce que tout ce qu'il aurait dû accumuler en points retraite durant sa vie, il l'a passé en combat et en aventure. Et il vous parle de la résistance. Vous dites qu'il vous dit finalement le travail qu'on ne connaît pas, opiniâtre des résistants, dans tout le calcul des réseaux de renseignement. Notamment les réseaux de renseignement. Qu'est-ce que ça veut dire, de récupérer les aviateurs anglais, etc., qui envoyaient des informations sur les mouvements de troupes en Allemagne qui étaient éclairants, des troupes allemandes en France qui permettaient d'éclairer beaucoup de choses. Et il m'explique ça dans des longues lettres qu'il m'envoyait quand j'avais 10-12 ans, en même temps que son amour de Gaulle, qui m'a pour une partie transmis. Et avec beaucoup de subtilité, vous parlez un peu des discordances dans une famille. C'est-à-dire qu'il y a votre famille, donc votre grand-père qui va épouser qui opte la fille pour de René quelque chose de Coty. beaucoup plus bourgeois. Et qui va surtout la fille de René Coty. Et en même temps, Rosemonde, qui est vraiment un personnage clé dans votre livre, que votre grand-oncle va rencontrer pendant la guerre. Et lui, il a une histoire quand même tragique. C'est son premier mariage où qui volait de l'aile. Sa femme, elle a été déportée et est morte à Bergen-Belsen. Et on ne sait pas on n'a pas d'acte de décès, on ne sait pas. Ça. Et donc, il y a une sorte de relation clandestine avec Rosemonde. Pendant des années, ils ne pourront pas se marier, parce que la mort de sa première femme ne sera pas officiellement reconnue. Et donc, pendant toutes ces années-là... Et votre grand-mère, elle ne le regarde pas bien, parce qu'elle adorait la première femme de votre grand-oncle. Et elle a l'impression qu'elle lui a volé, au fond, un petit peu. Et en plus de ça, entre-temps, ma grand-mère, son père est devenu président de la République, c'est René Coty. Donc, cet oncle qui vit de façon
illégitime avec une femme plus jeune que lui, elle qui protège l'honorabilité de la famille. Ouais. C'est pas qu'ils étaient fâchés, mais Non. elle tient ça un petit peu à l'écart. Et nous, au contraire, c'est tout ce qui nous fascine. Et heureusement, nos parents, au contraire, ont entretenu nos relations Ouais. avec ce grand-oncle. Et d'ailleurs, cette grande-tante. Rosemonde, qui est vraiment un beau personnage, puisqu'à un moment, le moulin va devoir être vendu et elle va Oui. partir Au au Havre. Havre, alors qu'au départ, elle n'aime pas la mer, et elle va se transformer. Elle est assez extraordinaire. Elle va être devant la fenêtre à regarder les paquebots, Voilà. à tous les connaître, à savoir exactement quand l'un va arriver. Exactement. Et au départ, il y a des tensions quand même. Avec ma grand-mère, sa belle-sœur. Avec oui. sa belle-sœur. Et elle va réussir à... Elle se tait. On sent, vous dites, d'ailleurs, vous voyez les non-dits dans cette famille. Et c'est vraiment, voilà, Mais c'est vrai que c'était une femme qui avait une indépendance d'esprit, une vitalité extraordinaire, et elle a vécu jusqu'à presque 100 ans. Elle est morte il n'y a pas très longtemps. C'est Ouais. peut-être pour ça que tout d'un coup Ouais, j'ai écrit vous ce avez livre pu, d'ailleurs. Et c'est vrai que j'adorais la voir regarder les bateaux dans cet appartement du Havre. Elle qui avait tellement aimé les Vosges et la forêt, et tout d'un coup, voilà, Elle il y s'est a transformée. cette- Et surtout, bon, alors il y avait aussi une petite jalousie, peut-être avec votre maman, je ne sais pas, parce que vous Parce que l'adoriez. je l'adorais alors. Et elle vous a offert la musique aussi, quand même, hein, Voilà, parce qu'elle elle m'a était, initié à la elle musique, était absolument. violoniste, elle donnait des cours de piano, et puis elle travaillait parce qu'elle ne pouvait pas vivre de ça. Et ma Mais- grand-mère, un jour, me prend à part, enfant, et Ouais. me dit, Benoît, dis-moi franchement, tu peux me le dire, tu sais, est-ce que tu préfères Rosemonde ou ta maman? Et là, je Ça, c'est n'ose terrible, pas hein. dire ou je laisse par un silence, Non. entendre que peut-être même, peut-être en fait, je crois que j'aime encore plus Rosemonde, mais je le dis pas, mais je le Non, laisse peut-être entendre. pas Et le ma dire. grand-mère me dit, attention, hein, on doit toujours préférer sa maman. Ah oui, c'était terrible, mais c'était aussi la liberté, la fantaisie Voilà. que votre maman ne pouvait pas Elle, c'était offrir les- parce voilà, qu'elle mais- avait tous ses enfants et voilà, leur c'est ça, éducation, et exactement, c'était très exactement. dur. Et c'est vrai que c'est un beau personnage, vraiment magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est Rosemonde. Et donc, vous parlez au fond des clés de la joie, des clés du bonheur. Ils vous l'ont offert. Oui, C'est vrai, vraiment c'est ça vrai. pour penser à votre vie ensuite. Et là, le passage que vous évoquiez, je voudrais le lire parce que je le trouve très beau. Vous êtes donc c'est à Sérichant, je sais pas Voilà, exactement. où c'est c'est. une espèce de grande prairie Mhm. qu'on y a souvent au sommet des montagnes vosgiennes, à 1200, 1300 mètres d'altitude. Et c'est un endroit où on montait souvent, parce qu'il y avait un petit bistrot tenu par un vieux fermier avec mon grand-oncle et avec ma petite sœur. Et voilà. Et là, vous êtes avec votre sœur Nathalie, et il y a votre grand-oncle qui est en train de bavarder. Tandis qu'il bavardait, nous sortions, ma sœur et moi, pour essayer la balançoire accrochée à une branche d'arbre. Ou bien on jouait parmi les fleurs, où foisonnaient les papillons, bourdons et libellules. À chaque pas, jaillissait une nuée de sauterelles. Il se dégageait de ces champs une senteur extraordinaire, surtout celle des petites fougères au parfum anisé qu'on trouve sur ces prairies et que je respirais avec volupté. Allongé dans l'herbe, je regardais les insectes volter entre les tiges. Puis je redressais la tête vers la ferme bistrot où j'entendais la voix d'oncle Albert, éraillée, timbrée comme une voix d'avant-guerre. Un demi-siècle plus tard, quand je suis angoissée, agitée, terrifiée par une douleur physique ou morale, c'est à ce moment-là que je fais appel. Ce simple souvenir d'un après-midi à Sérichant, avec mon oncle et ma sœur, ce temps suspendu, rythmé par l'écoulement d'une source, j'y trouve un apaisement et le sentiment qu'un mystère bienveillant veille peut-être sur nos pauvres destins. Ouais. C'est beau d'avoir gardé ça, de garder ça. C'est vrai. À- Mais avec c'est soi. peut-être une chance que d'avoir eu ce genre de moment, ou peut-être qu'on les a tous eus relativement d'une façon ou d'une autre. Mais Oui. en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on est porté par notre enfance. Mais vous avez su vous émerveiller. Il y a des Ouais. gens qui n'ont pas le don de l'émerveillement, Peut-être. qui mais- peuvent vivre dans des choses très belles et qui vont pas les... Ça peut-être parce qu'il y avait cette éducation qui vous ont appris à regarder. C'était ça. Alors, ce qui est très beau dans le livre, c'est que donc je lis vous avez été façonné par cette histoire. Et la façon dont vous dépeignez, je la trouve très très drôle, parce que vous vous montrez au fond un peu comme votre grand-oncle, souvent hargneux, en colère. Vous faites la queue, vous ne supportez pas. Impatient. Vous êtes impatient, il y a des choses que vous n'aimez pas. Quand Boulez vous ennuie, vous le dites. Et alors là, vous vous faites plein d'ennemis, parce qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Oui, j'ai un côté combattant comme lui, Oui. même si c'était pas des combats Oui. aussi courageux, parce que je mets pas ma vie en danger. Mais Ouais. quand même, oui, c'est vrai. Et puis bon, alors la façon dont vous dépeignez, alors vous avez des idées fixes, et votre amoureux, Jean-Sébastien, ça l'agace un peu, donc il essaye de vous calmer là-dessus. Et alors, vous qui êtes un homme d'ordre, et ça m'a fait vraiment rire dans votre livre, vous avez plein de problèmes, déjà avec les chaussettes. Et ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de loi inexplicable. Pourquoi a-t-on des chaussettes dépareillées? Alors on Et m'a on a dit, beau faire attention, hein.
On m'a dit qu'il y avait eu des thèses là-dessus, aux États-Unis notamment, sur le problème de la chaussette orpheline, qui est un des drames de l'humanité. Oui. Et on Parce fait que attention. comment expliquez-vous que quand vous mettez toujours votre linge sale dans la même machine, immanquablement, au bout d'un moment, il ne reste plus qu'une chaussette sur Parce deux. qu'on met de côté la chaussette qui est sèche et pareil pour les clés. Vous les retrouvez jamais chez vous. Alors surtout que j'ai en fait 2 appartements en un avec le palier entre deux et il y a le problème des passages de l'un à l'autre en fermant la porte derrière soi, en oubliant une clé, en devant remonter par la fenêtre, etc. Donc les problèmes de clés que je cherche partout tout le temps et les problèmes de lunettes quand j'ai commencé à porter des lunettes. Alors ça, les lunettes qui sont cabossées, ça m'arrive moi. Je les laisse sur le lit comme je les vois pas. Je peux me mettre tout près et les déformer. Ça, c'est affreux. Mais vous savez, je voulais en fait parler de ça parce que c'est vrai que les romanciers parlent jamais de ces petites choses qui constituent une immense partie de notre vie. Donc, je me suis dit, les chaussettes, les clés, ce qui m'a fait le lunettes, plus rire, c'est vous revenez sur ces épisodes donc de la perte de tout. Avec un soin maniaque, et donc avec les problèmes de clés et ceux des lunettes, avec quel soin maniaque je veillais alors sur le moindre de mes écrits, dans la crainte qu'un incendie ne détruise mon travail. Et là, vous allez me dire si c'est vrai. Sortant de chez moi, je disposais mes manuscrits au-dessus de la réserve d'eau des toilettes, qui me semblait être, tout bien calculé, l'endroit le mieux protégé de l'appartement. Puis je cherchais mes clés, difficiles à trouver dans ce studio encombré. Soudain, dans l'escalier, une angoisse me saisissait. Avais-je éteint la plaque électrique et les robinets? Avais-je correctement fermé la porte? Je n'en étais plus certain et je remontais une fois puis deux, puis tout pour vous vérifier, ce qui faisait suivre mon ami musicien Jean-François Sigel, que j'adore aussi. Et oui, parce que Jean-François, c'était un grand copain et complice, je dirais, musical de l'époque. Et lui, en plus, qui était fils de psychanalyste, connaissait quand même tout ça assez bien et il voyait les symptômes de la névrose obsessionnelle qui aurait dû me pousser moi-même sur le bord d'un analyse, ce que j'ai jamais fait finalement. Mais j'ai écrit des livres avec notamment ces angoisses de clés, de sortie, de feu, de machin. On va juste écouter un tout petit morceau d'une chanson de Maurice Chevalier parce que ce que j'aime chez vous, c'est que vous aimez la grande musique, vous aimez l'opérette, vous aimez tout. Tout ce qui vous anime. Oui. Vous parlez admirablement dans le livre de Messiaen. Oui, j'ai une gourmandise musicale immense. Et oui, ça, c'est merveilleux. Et elle est drôle, cette chanson de Maurice Chevalier que vous citez dans le livre. On en écoute quelques musiques, parce qu'il y a tellement de choses dans votre livre. Quand j'étais petit, j'étais naïf, j'étais gentil, et chaque dimanche à mes sorties, j'interrogeais ma mère. Je posais constamment, et des pourquoi, et des comment, à quoi que ça sert ceci maman, et ça pourquoi que c'est vert. Pourquoi donc papa a de la moustache et pipou pas, et pourquoi que grand-mère en a presque autant que grand-père. Quelle chose singulière, c'est des drôles d'affaires. Je voudrais qu'on m'éclaire, et pour bien comprendre tout ça, dites-moi, ma mère, dites-moi, ma mère, pourquoi les chiens dans la rue se montent dessus? Dites-moi, ma mère, dites-moi, ma mère, pourquoi l'on leur jette dessus le dos des grands seaux d'eau? Dites-moi, c'est curieux, pourquoi les éléphants ont une queue derrière et une autre devant? Dites-moi, ma mère, laquelle qui leur sert? Elle est très drôle, quand même, hein, oui. Et alors moi, ça m'enchantait parce que, alors ça, c'est plutôt effectivement dans la dernière partie du livre, quand Rosemonde est venu s'installer au Havre, et moi, je raconte comment aussi dans cette période, je fais mes débuts à la radio avec cette émission Étonnez-moi Benoît, qui est très tournée vers l'opérette, le musical, etc. Et alors, c'est ma joie parce que je passe beaucoup de chansons oubliées pour les gens de ma génération, même si moi je m'y intéresse. Mais Rosemonde, elle connaît tout ça par cœur parce que Maurice Chevalier, Mistinguett, c'était leur musique avec Oncle Albert quand ils étaient jeunes, ils écoutaient ça tout le temps. Et donc, elle m'appelle après mon émission pour faire ses commentaires. Ces chansons-là, elle me les chante par cœur au téléphone, etc. Et donc, il y a comme ça les deux époques qui se relient à travers la radio et nos échanges. Et c'est vrai que pour eux, je le raconte d'autant plus que c'est vrai qu'on a beaucoup, parfois, disons, accusé Chevalier pour son comportement pendant la guerre, etc., parce qu'il est allé chanter pour les prisonniers français en Allemagne. Il n'a pas été, on peut pas dire qu'il était dans la résistance, même s'il n'a pas été, je crois pas non plus dans la collaboration, mais peu importe. Ça me plaisait aussi de voir que mon grand-oncle, qui lui était un vrai résistant, un pur et dur, adorait Chevalier. C'était son idole et qu'il l'avait jamais renié. C'est merveilleux. Alors, ce que j'aime aussi, c'est la façon dont vous aimez des lieux et surtout des maisons.
parce que Oui. il y a quand même ce moulin dont vous Qui m'a avez, peut-être donné le goût et qui- l'amour qui- des lieux, d'ailleurs. Ouais. Et vous débrouillez parce qu'au départ, vous avez envie d'être une sorte d'être un héritier bienheureux. Voilà, Hein, j'aurais d'être, voulu bon, être un rentier. comme voilà, ça. vous auriez voulu être un rentier, donc vous bricolez dans votre vie sans beaucoup de moyens, tous les petits boulots, Ah oui. et vous vous trouvez, parce que vous avez le sens de l'amitié, avant l'amour va venir plus tard, vous allez trouver des gens qui vont vous prêter des maisons. Alors il y a la maison de Sceaux. La maison de ma grand-tante à Sceaux, voilà, Marie était un architecte qui avait fait fortune après-guerre. Il s'était fait construire une très très belle maison moderne dans le style un peu de Frank Lloyd Wright, vous savez, c'est très très belle maison ouverte sur la nature le long du parc de Sceaux. Et ma tante qui était une amie des artistes, ma grand-tante, ça c'était de la famille du côté de mon père d'ailleurs, m'accueillait là-bas comme je voulais, elle partait dans le midi, elle me laissait la maison et moi qui étais à Paris un peu dans la dèche à ce moment-là, j'allais me faire des C'est séjours formidable. enchantés Ah là-bas ouais. avec des grandes promenades solitaires dans le parc de Sceaux. Je rentrais au milieu des tableaux de peintres modernes, tous plus beaux les uns que les autres. Ça c'était une des maisons que j'ai aimées. J'ai même écrit un livre Sur cette- à l'époque de poèmes sur cette maison parce que j'explique en me moquant là encore un peu moi-même, mais que peut-être oui au fond mais mon amour allait plus vers les lieux que vers les humains. Ouais. Et à Fécamp aussi, vous avez une chère amie, une dame voilà, plus âgée Elisabeth, qui est oui. merveilleuse aussi, qui vous prête sa maison, qui est Voilà. superbe. Qui a une villa sublime au-dessus de la mer avec, vous savez, ces maisons normandes qui commençaient par ces villas du début du XXe siècle, qui commençaient par un premier pan de bâtiment, puis ça s'agrandissait avec des ailes, des balcons, des boiseries, et ça surplombe la mer avec un paysage de Claude Monet devant. C'est un lieu extraordinaire. Et c'était une maison de musiciens parce qu'elle était musicienne comme son mari, pleine d'instruments de musique, où j'ai passé des années à aller travailler, puisqu'il m'avait même donné ou prêté un petit appartement en haut de la maison face à la mer où je pouvais aller quand Ça, il je y a de voulais. la chance quand même de rencontrer. Et alors là, l'expérience doit être beaucoup plus courte, mais ça, je trouve ça extraordinaire. Vous êtes à Étretat et il y a une villa qui s'appelle la Guyette. La Guillette. La Guillette. D'après le prénom Guy. Ah oui, La et qui aurait été Guillette. construite qui a été construite par Guy de Maupassant. Absolument, c'est-à-dire que Maupassant, qui avait passé son enfance en partie à Étretat, quand il est devenu riche et célèbre, a voulu se faire reconstruire une villa pour lui là-bas, à Étretat, qui existe toujours, qui s'appelle effectivement la Guillette. Et il se trouve qu'il y a déjà quelques années, une amie était la propriétaire de cette maison. Et moi, je passais beaucoup de temps à Étretat. J'allais généralement ailleurs, mais une fois, elle m'a proposé de venir passer quelques jours à la Guillette. Et là, c'est extraordinaire parce que vous êtes en haut, c'est ça. Hein, C'est ça, dans une chambre qui donne sur le jardin et sur une chose qui est vraiment de l'époque de Maupassant, qui est une barque aménagée en petit appartement qui était pour son valet de chambre, en fait. C'est Et extraordinaire. je suis là et je me dis, tiens, je suis peut-être à la place où se tenait Guy de Maupassant il y a un siècle. Ouais. Voilà. Et vous installez là et vous mettez Et je mets mon casque avec mes pour musiques écouter- préférées, avec vos et musiques puis je préférées. réfléchis, je médite, j'écris plus ou moins, etc. Mais se trouver comme ça chez Maupassant, c'est beau, oui, parce que en plus, j'aime vraiment Maupassant. Mais cette chance, elle vient parce que vous la sollicitez d'une certaine façon. L'amour que vous avez des gens quand même. Et là, vous parlez aussi très très bien comme les vieilles maisons. Vous aimez les vieux, entre guillemets. En tout cas, les vieux dont la mémoire commence à vaciller, qui n'ont peut-être pas eu la reconnaissance qu'ils méritent, mais qui ont eu des destins extraordinaires. Et que ça soit à la radio ou ailleurs, vous êtes lié avec des gens... J'ai une curiosité des oui, autres, on va des dire. autres. Moi, ça me frappe Vraiment. souvent. Je sais C'est pas des si on peut personnages, dire que c'est de l'amour, mais c'est au moins méconnus. voilà, un intérêt. Ça m'étonne souvent de voir que, vous savez, il y a des gens, quand ils sont avec quelqu'un d'autre, ils posent jamais une question. Non, oui, c'est vrai. Moi, dès que je suis avec quelqu'un, et notamment, effectivement, quelqu'un de plus âgé, j'ai envie qu'il me raconte mille choses, etc. Et vous dites pour que ça c'est je quand fais même des aussi émissions. des rescapés du monde ancien, parce qu'il y a des choses dans le monde présent qui vous plaisent moins, Oui. et d'essayer de voir que ça ne se perde pas. Donc, j'ai fait effectivement tout un chapitre du Oui. livre. C'est un des voyages, on peut dire, Oui, de ma il vie y a que je plusieurs raconte comme ça voyages, sur effectivement ces compositeurs qui ont eu 20 ans un peu avant la guerre, qui ont eu des débuts brillants, et puis qui ont tombé complètement dans l'oubli pour tout un tas de raisons, et j'essaie de les faire revivre, ceux que j'ai connus, parce que d'abord il y a eu la guerre qui a été une première chose qui a un peu compliqué les vies d'artistes de cette génération, et puis il y a eu ensuite l'arrivée de l'avant-garde très sectaire autour de Boulez, etc., qui une seconde fois a rejeté ces compositeurs jugés dépassés, réactionnaires, et moi je vais les voir, c'est Manuel Rosenthal que j'adorais, c'est Jean Hubaut, c'est Jean Français, c'est d'autres comme ça, artistes merveilleux, des grands musiciens, que j'essaie de
dont j'essaie de faire le portrait dans ce livre. Et puis des écrivains comme Marcel Schneider. Mon cher vieux Marcel Schneider. Aussi, et voilà. puis alors comme actrice, elle est assez extraordinaire. C'est Suzy Delair. Alors, parce j'ai que une grande amie, Suzy. Elle est merveilleuse, parce qu'elle est capricieuse en même temps, par moments des hargnes irrationnelles, comme souvent chez les personnes âgées. Ah oui, et en même temps, colérique. Elle est colérique. Vous savez, les gens de la jeune génération la connaissent uniquement par une scène qui est le dernier film à grand succès qu'elle ait tourné. C'est quand elle fait la femme de Louis de Funès dans Rabbi Jacob. Ah, oui. Et vous savez, elle est en train de soigner quelqu'un dans son cabinet dentaire et elle hurle tout le temps au téléphone pendant le film. Elle avait un côté comme ça, une espèce de tempérament de feu, Suzy. Ouais. Et en même temps, elle avait connu tout le monde d'avant-guerre. Elle pouvait m'en parler d'une façon merveilleuse. Et puis, elle avait un côté assez passionné par ses amis. Elle se donnait en même temps qu'elle était exigeante. Alors, on passe des heures au téléphone à se raconter des histoires. Et puis, je vais la voir chez elle. Et puis, elle était la jumelle de ma tante Rosemonde, si on peut dire, parce qu'elles étaient toutes les deux nées fin 1917. Et elles sont toutes les deux mortes à 100 ans, quasi pour Rosemonde et un peu plus pour Suzy. Et aujourd'hui, chez moi, à Paris, j'ai le piano que m'a légué Suzy Delair, un très joli petit Pleyel d'avant-guerre sur lequel je travaille parce que je fais du piano, mais en même temps en me disant, voilà, sur ce piano, elle a travaillé avec Francis Lopez, Georges Van Paris, Paul Misraki, tous les grands musiciens avec lesquels elle faisait des disques à l'époque. Voilà. Alors, vous parlez aussi avec beaucoup d'humour de votre carrière et surtout de votre liberté. C'est-à-dire que vous ne supportez pas, ça je peux vous comprendre, d'appartenir à une case, que ça soit en littérature, que ça soit aujourd'hui dans la sexualité, on doit dire ce qu'on est, alors qu'on est mille choses, on est écrivain, on est se définir, on se définit. Des catégories même étranges comme les LGBTQI, etc. C'est quoi, ça veut rien dire, on est mille choses à la fois. Et puis un jour on est plus quelque chose que l'autre, mais voilà, ça change. Donc ça, vous le refusez, et vous, vous êtes impatient, vous publiez à 25 ans votre premier roman, vous faites éreinter par certains et beaucoup apprécié par d'autres. Alors là aussi, il va y avoir des amitiés extraordinaires. Kundera qui va aimer ce que vous écrivez. Vous allez recevoir un mot de bord. Ça va me faire beaucoup de bien. Parce que il y a des gens qui disent un petit peu méchamment qui me disent, enfin j'ai entendu ça dans certaines émissions, ah oui, il cite Kundera qui lui envoie un mot, mais c'est pas du tout pour me vanter d'être ami avec Kundera. Ce que je suis, c'est parce que je raconte ce que c'est qu'une vie de jeune écrivain qui essaie de se faire connaître, qui essaie de se faire entendre. Et quand effectivement un des livres que j'avais écrit qui s'appelait Tout doit disparaître n'a eu dans son édition originale mais aucun succès, parce que c'était déjà un peu à la manière de Houellebecq, mais Houellebecq n'était pas encore tout à fait apparu, donc les gens se demandaient c'est quoi cette littérature qui parle du monde moderne comme ça, d'une façon. Mais ce que vous dites, c'est que justement là encore, vous ne rentrez pas dans une case, c'est ni dans la radicalité, ni dans la. C'est le monde dans son entre-deux. Et alors, le livre ne marche pas du tout. Je pars à New York, qui est une ville que j'aime, dont je parle beaucoup dans ce livre, pour un certain temps. Je rentre à Paris. Le livre n'a pas mieux marché, mais je trouve... C'est pour ça que je le raconte. C'est pas pour citer des noms, pour faire du name dropping. Je raconte qu'il y a dans ma carte postale, dans ma boîte à lettres, 2 cartes postales, une de Guy Debord et une autre de Milan Kundera. C'est pas mal, hein. Tous les deux qu'ils ont beaucoup aimé mon livre. Et je peux vous dire que quand vous êtes un jeune écrivain inconnu et que ça marche pas si bien que ça fait du bien, ça aide pendant des années. C'est ça que je voulais expliquer simplement en citant quelques-uns de ces amis qui m'ont aidé aussi dans cette vie d'écrivain. Et puis vous montrez aussi des choses. C'est vrai que on ne raconte pas ça, mais c'est difficile la vie d'écrivain, même les réactions du public. Vous êtes dans un salon de province, et puis et ça c'est terrible parce que c'est le côté irrationnel et quand même on peut rencontrer ça. Puis il y a une femme qui vous regarde. Une fille de ma génération, quasiment, oui, c'est ça. Avec un air mauvais. Et puis elle vous dit pourquoi ils t'ont publié. Voilà, elle commence à me tutoyer d'un air méprisant. Comment t'as fait pour te faire éditer? Pourquoi ils t'ont publié? Pourquoi ils t'ont publié? C'est agréable quand on se croit devenu artiste. Mais c'est au fond une sorte de jalousie. Pourquoi elle n'est pas publiée? Mais ça sur vous. Donc il faut avoir un cuir épais quand même quand on écrit. Parce que à la fois les critiques qui peuvent être vraiment terribles. Je parle aussi des étiquettes. Ce problème français, vous savez. Comme j'ai beaucoup polémiqué contre une certaine avant-garde, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas moderne, loin de là. Tout d'un coup, on m'a mis l'étiquette
réac, vous Oui, savez. oui. Et dans certains milieux, voilà, faut porter ça pendant des années, des années, des années. Et je raconte aussi, c'est pour ça, par exemple, ça m'amuse beaucoup quand je suis invité à une tournée pour la sortie d'un de mes livres en République tchèque, Ouais. et que je vois un public jeune, branché, plutôt entre guillemets de gauche, qui a trouvé ce livre très drôle, insolent, etc. Ouais. Alors qu'en France, on a voulu en faire de ça une espèce de livre de la nouvelle, de droite réactionnaire, parce que c'est l'étiquette qu'on m'a donnée, que certains ont voulu me donner dans ce pays à certains moments. Donc Ouais. j'essaie d'expliquer tout ça, comment Ouais. est-ce qu'on évolue là-dedans, voilà, comment ouais. il y a des joies, des succès, puis comment quelquefois c'est un petit peu difficile. Il y a un journaliste de match là aussi, c'est assez drôle, il vous rencontre et une puis journaliste, oui. ouais, bon, et qui vous dit oh, bah, vous avez l'air vraiment gentil, je pensais que vous avez le Le crâne crâne rasé. Alors que quand on me connaît, C'est vrai que c'est terrible cette tout proportion. ça parce que je me suis effectivement beaucoup dans ma vie, j'ai beaucoup ironisé dans mes livres notamment sur ce que j'appelle certaines dérives de la modernité, sur un certain dogmatisme de la modernité, alors aussi bien dans l'art contemporain que dans la société contemporaine, dans les mœurs, langage, etc. vous vous moquez dans le beaucoup langage. de langage qui devient Mais je pense que c'est le justement... charabia anglo-français qui est terrible. Ouais. Je pense que l'esprit moderne, c'est justement ça. C'est l'insolence et la liberté de critiquer même le monde moderne. Oui, Mais bien sûr. c'est pas toujours facile à faire et comprendre. ça, c'est vraiment l'insolence. Alors, vous avez aussi, il y a un livre dans le livre, hein, il y a un moment où vous imaginez Voilà. votre enfance, la région de votre enfance dénaturée en 2070. Alors ça, c'est Voilà, c'est ça. c'est cette J'aime bien projection inclure vers... une petite Voilà, vous fiction incluez une comme petite ça, fiction. ouais. Et en même temps, dans ce monde où vous avez beaucoup d'ironie, en effet, d'insolence, où vous êtes capable, il y a aussi de la réflexion sur la mort. Hein. Elle est Ouais, là. elle est assez présente. Et Oui. elle est assez présente. Et votre mort, votre disparition. Alors, il y a cet amour qui est arrivé tard, vous le racontez. Hein, vous avez 38 ans quand vous allez rencontrer l'homme de votre vie, qui alors doit Mais être... qu'il y a la même différence d'âge Ouais. que moi entre Albert et Rosemont. Ouais, C'est plus ça, jeune c'est que moi beau de 18 aussi, ans. ouais. C'est pour ça que quand je l'emmène dans les Vosges, j'ai l'impression un peu de refaire la même refaire histoire. la même histoire. Et qui doit avoir beaucoup, enfin, ce que vous dites de lui montre qu'il est aussi très curieux. Alors déjà, il collectionne, moi j'adore ça, Oui. des tire-bouchons extraordinaires. Il y a un hamster, un maman qui va occuper beaucoup de place. Qui va avoir une maison extraordinaire, lui aussi une espèce de château pour le hamster. Il y a des hélicoptères qui volent dans l'appartement. Ça, c'est chouette. Ouais. Bon, donc votre âme d'enfant coïncide, ce qui est bien. Donc là, il vous suit. Et vous vous dites, voilà, quand je serai plus là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais laisser? Les papiers que vous allez emmagasiner. Il y a cette... Oui, à la fois... la question à la fois de la disparition, de la mort, de qu'est-ce que vont devenir les choses qu'on a fait, de la postérité même. Ouais. Là aussi, des gens évidemment moqueurs qui voudraient encore l'esprit mal intentionné pour dire ah oui, pour qui il se prend, il nous parle du devenir de son œuvre. Mais quel artiste qui Bien essaie sûr. de créer une œuvre, que ce soit en littérature ou autre chose, ne pense pas Bien d'une sûr. façon ou d'une autre à qu'est-ce qui va en rester. Tout comme vous qu'est-ce que vous ça êtes va drôle et vous dites que vous scrutez les chiffres au début quand il y a des livres qui ne marchent pas. Bah, Bien tous les sûr, auteurs, évidemment. ils ont envie de savoir. Alors, en Voilà. même temps, ça ne veut pas dire qu'ils ont des rêves de faire des Mais best-sellers, mais je quand le même, raconte. c'est normal de le dire. C'est Et de donc, l'hypocrisie de ne pas le dire. Effectivement, je raconte qu'effectivement, oui, c'est vrai, depuis quelques années, je suis un peu obsédé par les questions des archives, des testaments, etc. Ça ne veut pas Ouais. dire que je suis pressé de Ouais. disparaître, mais de laisser voilà. les papiers quelque part. Voilà, Mais il y a beaucoup d'auteurs Vous savez, quand ils pensent c'était à un ça. truc de vieille paysanne vosgienne de mon enfance. Hein. Je raconte avec mon grand-oncle, je parle des vieilles cousines dans un coin perdu des Vosges qui dit toujours qu'il faut laisser ses affaires en ordre. Hein, avant de partir. Ça, À vous, l'homme c'est un qui est truc du de désordre paysan. et de l'ordre. Mais Voilà. c'est vrai, c'est ça qui est amusant. Laisser ses affaires en ordre. Voilà. Et puis il y a aussi toujours les lieux. Au fond, vous avez un chagrin, c'est que Rosemonde, elle n'est pas enterrée quelque part. Elle a laissé son corps à... Elle a toujours voulu que son corps soit donné à la médecine. Oui, Et c'est quand le curieux. corps est laissé à la médecine, c'est une question complètement idiote, on ne peut pas après trouver un lieu pour... Non, c'est comme Non. ça, c'était sa volonté. Et Elle pourtant, voulait pas avoir elle un aurait lieu pu pour vouloir un- être avec oncle Ouais. Albert, ils étaient si proches. Mais je crois qu'elle savait aussi, d'une certaine façon, que tout ça veut pas dire grand-chose, finalement. Ouais. Une fois qu'on n'est plus là... voilà, même les noms sur les tombes, ils finissent par s'effacer. C'est une hein, femme c'est de pas- la métamorphose. Quoi. Voilà. Quand elle a quitté le moulin, qu'elle Voilà, va c'est ailleurs ça, et elle qu'elle se va met- venir autre. absolument. C'est une femme qui Et se je parle, métamorphose. d'ailleurs, dans le livre, à propos d'elle et de Suzy, finalement, c'était des femmes de droite, mais elles ont une espèce de modernité de cette génération qui a grandi avant la guerre, à l'époque Ouais. du Front Populaire. Ça. Elles ont une indépendance, ces petites femmes de la petite bourgeoisie Ouais. ou de la classe moyenne, comme ça,
qui ont vécu seuls longtemps, qui ont porté Ils même sont des battus. pantalons avant la Ah guerre, oui, Rosemonde, racontez ça, etc., qui se sont battus, qui ont gagné leur vie comme artistes ou en montant des affaires. Elles avaient déjà finalement une grande indépendance bien avant qu'on parle tellement du féminisme. Ouais. En tout cas, elle est dans votre livre. Hein. Elle est vivante dans votre livre. Ils sont Ouais, vivants ouais, tous ouais, dans c'est votre ce que livre. j'ai voulu. Ça a failli s'appeler Rosemonde et Albert. Puis Oui, après, comme j'ai développé mais j'aime mes beaucoup la vie, souvenirs, ma vie voilà. extraordinaire, le merveilleux. En tout cas, c'est un livre merveilleux, et puis avec une si belle langue, et où vous nous faites l'offrande de cette enfance. Voilà. Bah, merci, Merci, d'en parler donc, si gentiment. Ma vie Caroline. extraordinaire, chez Gallimard, Benoît Duterte. Merci. Merci à vous.